Et salut, bonsoir à tous, bonsoir YouTube. Désolé pour le petit retard, c'est un classique, mais bon, on s'excuse quand même toujours. On va pas traîner ce soir puisque on va essayer de respecter le timing de fin pour une fois. En tout cas, merci d'être encore une fois présent avec nous, à Galdiane que j'ai vu dans le chat et tous les autres. On va directement aller rejoindre notre équipe des garçons ce soir dans Engage. Et moi, je viens de me rendre compte que je suis pas du tout au bon endroit. Bonjour messieurs, j'arrive. Salut Louis. Comment allez-vous? Et bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Eh ben, je vous laisse la main. La main, bah voilà. Peut-être Nicolas, en introduction, tu pourrais nous introduire les animaux qu'on a sur la table, notre coffee table. Comme on approche de Pâques, on s'est équipé d'une poule qui est en train de nous couver un magnifique œuf France Immersive Learning, à l'image de l'association qui est en train d'éclore, et de pouvoir représenter la filière d'excellence française que nous appelons de nos voeux et que nous travaillons chaque jour à construire avec enthousiasme, énergie et insouciance probablement. Et puis, Pâques, évidemment, un lapin qui lui est sur le logo de l'Immersive Learning Lab. Et voilà, un peu contextualiser la période. Absolument. Mais c'est pas du tout de Pâques dont on voulait parler ce soir, ni d'Easter egg, pourquoi pas la prochaine fois, mais plutôt de différents sujets qui se recoupent. Et en premier lieu, du jumeau numérique de la planète qui commence à s'installer. Des data digitales, on est en train, petit à petit, de créer un double numérique du monde. Alors, il y a plusieurs annonces cette semaine qui viennent renforcer ce concept qui est évidemment beaucoup plus large que la dimension technologique. D'abord, les avancées, les poussées de Google et de son Google Earth avec l'introduction de la 3D qu'on a déjà vu dans les villes et un update très intéressant dont vous avez peut-être vu la vidéo tournée et qui malheureusement ne tourne pas ici, que je vous engage à trouver et qui est assez impressionnante. C'est-à-dire qu'effectivement, la photographie mondiale de Google Street View est en train de prendre un nouveau tour avec la photogrammétrie et donc l'échéance est assez courte d'avoir une expérience VR dans ces environnements, sans parler Peut-être qu'ils vont enfin ouvrir Google Earth à un mode collaboratif, parce qu'aujourd'hui, Google Earth, même en VR, c'est très impressionnant, mais on est toujours tout seul, quoi. On ne peut pas être à plusieurs dans Google Earth, c'est un vrai dommage. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une autre application qui va sortir sur les Oculus, qui est une version collaborative d'un double numérique du monde et que je n'ai pas mis dans mes slides. D'ailleurs, ce sera intéressant parce que je me souviens plus du nom, qui n'est pas Google. Également, l'annonce récente, et je vais pas en parler trop parce que tu vas nous en parler, Nicolas, de Cesium, qui rejoint le giron d'Unreal et donc qui va permettre à tous les développeurs d'apporter en fait des datas et des environnements géolocalisés dans leur contenu, et notamment les jeux vidéo. C'est-à-dire d'imaginer que des scénarios puissent prendre part dans des environnements réels. Alors, on a vu déjà l'incroyable travail des développeurs bordelais sur Microsoft Flight Simulator avec des environnements déjà extrêmement riches. Et ce qui est intéressant, c'est que ces environnements correspondent à des lieux physiques. Et la dernière fois, on a parlé un petit peu de NFT, on a parlé un petit peu des cryptos et de la façon de donner une valeur à des objets digitaux uniques. Donc, entre le moment où on a parlé et aujourd'hui, ça a continué à défrayer la chronique. Absolument, oui. Et en fait, je voudrais vous parler de ce projet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. J'essaie de changer de slide et hop, attendez, je reviens parce que ça allait trop vite, parce que c'est absolument incroyable, de Earth2.io. Earth2, c'est vraiment le projet de créer une deuxième Terre entièrement digitale. Et en fait, le modèle du projet est assez intéressant. Alors, ce sont des développeurs
en tout cas dans l'équipe, on a des développeurs de jeux. Et le principe, c'est vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années au début de l'Internet, de ce projet du $1 million website, qui était le projet d'une page qui faisait 1000 pixels par 1000 pixels, donc 1 million de pixels, et chaque pixel était vendu $1. Et en fait, en 4 mois, le développeur, qui était un étudiant à ce moment-là, a réussi à réunir, à vendre pour $1 million de pixels. Et en fait, cette idée est un petit peu le point de départ du Earth.2. D'ailleurs, là, vous voyez le cours de ces terrains virtuels, puisque la Terre géolocalisée a été découpée en partiels de 10 mètres par 10 mètres. Et vous voyez en bas, Buy Land, vous pouvez vous inscrire et acheter des lopins de terre virtuelle. Donc là, tel que vous voyez, vous avez une carte, donc une carte géolocalisée avec des petits carrés, et vous voyez les drapeaux, en fait, les nationalités des gens qui ont acquis. Donc si je vous pose la question, messieurs, à votre avis, à qui appartient le Sacré-Cœur, par exemple, c'est pas du tout à l'Église, mais vous voyez que le Sacré-Cœur appartient à des Australiens. Aujourd'hui, et tout le quartier de Montmartre a été acquis par des Américains, des Italiens, des Allemands, un peu de Français quand même qui ont réussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils présentent il y a un cours de cette terre virtuelle qui est un cours en temps réel. Et en fait, ils ont inventé ce qui s'appelle les e-dollars, donc les dollars de terre, qui ont leur propre cours, donc qui est une crypto. Et donc, vous avez un prix par carré qui va être différent en fonction des localisations, qui est plus cher dans les grandes villes. Le prix du terrain de carré de terrain à Paris coûte à peu près $7. Vous avez des carrés qui coûtent $40 et d'autres qui coûtent quelques centimes en fonction de l'endroit où vous allez les acheter. Et c'est vraiment une sorte de grille qui est posée sur le monde pour le découper et le vendre. Et évidemment, l'argent récolté sert au développement du projet et des étapes suivantes, puisque ça, c'est la première étape. Et les étapes suivantes sont vraiment de recréer un double 3D de cette terre virtuelle, donc est à mettre aussi en parallèle des deux autres projets qu'on a vus précédemment. Et ce qui est intéressant dans ces projets, c'est qu'on a une géolocalisation de la data, c'est-à-dire de cette terre digitale. Elle est pas totalement, enfin immatérielle évidemment, mais les endroits digitaux correspondent à des endroits physiques. Donc on a, sur ce qu'on discutait sur le NFT la dernière fois, en fait les endroits physiques ils sont uniques. Donc cette parcelle de 10 mètres par 10 mètres, en tout cas dans Earth 2, elle appartient à un Australien jusqu'au jour où il voudra bien la revendre. Donc c'est une tendance, c'est un signal faible que je voulais partager avec vous, parce que c'est une vraie question qui se pose, et c'est une question qu'on se pose souvent tous les trois, sur est-ce que le virtuel doit être une simple extension du réel et à son image, ou bien est-ce que ça ouvre d'autres fenêtres? Quoi qu'il arrive, la Terre est en train de devenir une interface, en train de devenir une interface en soi, ce qui est vrai aussi pour la réalité augmentée. Mais c'est comme si la réalité était une couche parmi ces couches de métavers. Et ces couches de métavers, contrairement à ce qu'on vit ici dans Engage, dans ces différents projets, elles vient vraiment se superposer au monde réel géolocalisé. Donc voilà sur ce partage, et je vous invite à découvrir ce projet qui est assez étonnant et qui est assez prometteur, et voir ce que ça peut donner à la fois sur la question de la crypto que sur la suite de l'évolution de cette terre numéro 2. C'est quand même un peu flippant, cette terre qui est à vendre, et où des gens achètent des parcelles, tu vois, d'endroits qui sont pas du tout les leurs. Voilà, le Sacré-Cœur, c'est un bon exemple. Ça me fait un peu penser au début du web, où il y a quand les gens, un certain nombre de malins ont compris que les noms de domaine allaient rapidement avoir une valeur, se sont mis à acheter des noms de domaine autant comme autant pour pouvoir ensuite les revendre aux grandes organisations, aux pays, enfin à ceux qui en
avaient besoin et qui étaient légitimes à les posséder, mais qui, au bout du compte, devaient les acheter parce qu'effectivement, il y a un marché sauvage qui s'était fait précédemment C'est et qui exactement ça. s'imposait à eux, quoi. Donc, on est un peu, je trouve, dans cette Alors, configuration, je trouve ça un peu flippant. c'est vrai c'est vrai qu'on peut le voir de cette façon-là, et c'est vrai qu'il y a probablement une forme d'obstruction de la part des gens, des Australiens qui s'amusent à acheter le Sacré-Cœur, bien, ils n'ont forcément aucun lien avec ça, mais tu te rends bien compte en même temps que quand je dis ça, si je m'écoute parler, il y a un truc qui est un peu absurde. C'est-à-dire que quand on a acheté un carré de 10/10 au-dessus d'une photo géolocalisée du Sacré-Cœur, on n'a pas vraiment acheté le Sacré-Cœur et on n'a pas vraiment de légitimité pour aller demander une paternité sur cet objet. En fait, ce qui est donc du coup, c'est pour ça que c'est en double. C'est-à-dire qu'il y a peut-être cette volonté-là de se dire je vais acheter un bout de ce truc-là, mais ce truc-là, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire c'est la valeur qu'on s'accorde collectivement à lui attribuer. Et finalement, ce Earth 2, qui est un projet parmi des millions, quelle est la légitimité qu'on va pouvoir lui donner collectivement? Et finalement, c'est en fonction de cette légitimité que cette parcelle va vraiment avoir cette valeur. Puisque aujourd'hui, et tu vois d'ailleurs, tu vois sur l'image, il y a une partie rouge qu'on ne peut pas acheter parce qu'il y a des parties qui ont été retirées. Alors normalement, notamment, il y a Dubaï et les Émirats Arabes Unis qui ont été mis à disposition depuis cette semaine. Et en fait, ils ont pris le soin de retirer de la vente les mosquées et les lieux de culte. Alors, et les bâtiments fédéraux, les fonctions régaliennes, quoi, plus la religion. Voilà, c'est-à-dire que autant ils l'ont fait pour les mosquées, autant le Sacré-Cœur, qui reste un lieu sacré, n'a pas été épargné et a pu être mis en vente. Donc ce sont des vraies questions qui se posent, des questions de gouvernance, des questions de légitimité, des questions de territoire, qui sont des questions nouvelles et qui, encore une fois, se posent avant d'être traitées d'un point de vue enfin voilà, je pense pas qu'on ait posé la question, ni demandé l'avis, ni aux États, ni aux villes. Je pense même pas que les élus soient au courant que ce truc-là existe, et il y a déjà des transactions qui se font. Ouais, voilà, c'est le Far West, absolument. Mais comme il y a des gens qui ont vendu des lopins de terre sur la Lune ou sur Mars, donc c'est justement, c'est pour ça que je vous en parle et que je vous en. Et en fait, la valeur de ces lopins, hein, elle n'est réelle qu'à partir du moment où Earth.io va avoir du succès. Si demain il y a 1,5 milliard d'utilisateurs qui viennent régulièrement sur cette plateforme, comme c'est le cas sur Facebook, en fait, d'un coup, la valeur de ces lopins se met à avoir de la terre. Mais il y a plein d'initiatives qui apparaissent comme ça. On est bien dans les enjeux de métaverse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, je recevais au lab une personne, alors on va garder tout ça, non pas secret, mais sans nommer qui que ce soit, parce que c'est un projet qui est en cours, de quelqu'un qui veut créer un double virtuel de la ville de Marseille. Et faire que ce double virtuel soit un espace de monétisation de produits culturels, de toute manière. De tout type, des œuvres virtuelles, ça peut être aussi des œuvres réelles, mais portées dans leur version numérique, ça peut être des scénarios de cinéma, ça peut être absolument tout, en fait. Et tout ce système serait basé sur la blockchain pour pouvoir monétiser les œuvres, mais aussi monétiser les espaces qui vont être créés en réalité virtuelle et qui vont répliquer Marseille pour pouvoir acheter des appartements, des galeries d'art, hein, et pour pouvoir justement organiser un marché de valorisation et de monétisation du travail des artistes réels qui produisent dans la virtualité. Donc on est à nouveau là dans la création d'un dispositif qui est basé sur la blockchain et qui va permettre de monétiser des dispositifs ou des contenus ou des parcelles de terrain virtuels. Et la question, c'est jusqu'à combien on va pouvoir en créer en parallèle? Parce que tu vois, si on parle de Google Earth, de Unreal, de ce projet Terre.2, du projet dont tu parles, en fait, on va voir une multitude de couches parallèles de la Terre où, effectivement, cela n'a de la valeur qu'à partir du moment où on s'accorde à donner de la valeur, et surtout, ça n'a de la valeur qu'au moment de la revente. Parce qu'au moment où tu l'achètes, tu es client et tu vois le cours, et c'est intéressant. Et c'est intéressant de voir effectivement le cours qui évolue parce que on est sur une logique de marché avec tout son caractère immatériel.
C'est vrai qu'on a déjà deux types de métaverses, enfin deux types, deux grands types, il y en a sans doute beaucoup plus que ça, mais il y a effectivement Earth 2 qui est purement virtuel et qui ne renvoie pas à à du réel ou d'action ou d'interactivité avec le réel. Je vais reprendre nos amis de chez Niantic, qui eux aussi ont évidemment par nature puisqu'ils proposent des éléments virtuels géolocalisés persistants dans leur modèle économique, c'est avec ça qu'ils vivent, évidemment sont intéressés aussi à la création d'un métaverse, le leur si possible, donc ça effectivement ça fera une couche en plus. On voit plus, il est plus facile de voir comment Niantic, qui ne fait jamais que proposer, enfin fait que jamais, il l'a très bien fait. Il a proposé un jeu qui s'appelait Pokémon Go, il a proposé un jeu qui s'appelle Wizard basé sur la licence Harry Potter, il vient de signer de nouveaux accords avec Nintendo. Le modèle économique, il n'est pas très compliqué à comprendre. Au lieu d'acheter des goodies ou autres objets ou des skins ou quoi que ce soit sur mon ordinateur, je vais les acheter finalement dans un espace réel. Ces objets étant géolocalisés. De façon en plus, on le sait, avec la 5G, on va quasiment pouvoir atteindre en tout cas le centimètre. Donc, il est, par contre, quand on réfléchit sur ce type de projet, mais finalement, ça me rappelle aussi un autre projet qu'on connaît tous, qui est Second Life, qui vendait aussi ses parcelles et qui est toujours là. Qui maintenant, suivant la mode, s'est mis aussi à vendre des espaces pour faire de la formation virtuelle. Et second, qui fonctionnait aussi sur un modèle économique d'achat de parcelles, enfin d'achat d'îles, mais donc globalement de surface géographique virtuelle. Sauf que là, il n'y avait aucune correspondance entre une réalité géographique et ce qui est le cas ici dans Earth. La projection, j'ai effectivement du mal à me projeter. Quand on réfléchit sur les métaverses aujourd'hui, non pas quand on réfléchit, mais quand on essaie de suivre l'environnement des métaverses, le principe de base est assez facile à comprendre. Les modèles économiques, les modèles d'évolution, et surtout celui-ci par exemple, comme tu disais Nicolas, c'est pas évident de voir quelle est la valeur ajoutée produite pour l'utilisateur pour qu'à un moment il décide d'investir en dehors du fait de ce qu'on disait la semaine dernière pour les non-fungible tokens et l'exemple que tu citais Yacine qui était parfait, genre j'achète une étoile, un astéroïde qui est à 2 milliards d'années-lumière et puis j'ai un bon, je le verrai jamais évidemment, mais j'ai un papier chez moi qui garantit que je le possède et visiblement on sait que ça marche parce que ça peut avoir un aspect romantique ou quoi que ce soit, ou donner son nom pour quelqu'un qui a un ego. Est-ce que là, est-ce que moi je serais tenté d'acheter la parcelle sur laquelle il y a un endroit que j'aime bien, ou ma maison, et quoi en faire, quoi. C'est que Second Life permettait d'installer des habitations, d'acheter des fringues, enfin il y avait des échanges, puis des marques à l'époque étaient venues. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont restés, mais à l'époque il y avait eu un espèce de mouvement quand même assez important des marques vers Second Life, donc on voyait aussi la monétisation. Le monde là été augmenté purement virtuel, mais on avait la présence de quelques grandes marques de luxe et de quelques distributeurs de hamburgers. Pour l'instant, ce projet Earth 2, moi, il me plaît bien dans son abstraction complète. Intellectuellement, il est magnifique. Le modèle économique, j'ai du mal à le percevoir. Alors, en fait, justement, parce que le Earth 2, et vous voyez, ils ont comment dire, c'est vraiment un concept de cette deuxième terre qui est un concept assez poétique. Finalement, ils ont fait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que le fait d'acheter des parcelles de terre est la première étape, c'est le premier jalon du projet. Les étapes suivantes étant justement c'est difficile d'utiliser ce terme puisqu'on reste en virtuel, mais de matérialiser, c'est-à-dire de donner une version interactive de cet espace-là. Et en fait, l'open terre qui aujourd'hui est un carré
que vous achetez 7 euros, demain sera peut-être un espace et à eux de voir. Alors c'est pour ça que j'ai mis ça en rapport avec Google Earth et avec Unreal, c'est de voir que finalement c'est peut-être un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir de ces mondes parallèles, qui est à mettre aussi en rapport avec les NFT. Ah, on a perdu le son de Yacine. Et Yacine, on ne t'entend plus. Alors, ce que moi je trouve, tu vois, le temps qu'Yacine revienne, ce que je trouve quand même assez inquiétant, et puis je vais pas Yacine à ce sujet-là, puisqu'il est très concerné par le développement durable, c'est que de ce que j'en sais, le coût écologique de la blockchain est totalement calamiteux. Absolument, ouais. Et là, on est en train de se mettre à développer des tas de trucs dans tous les sens qui sont tous architecturés sur la blockchain, et on est en train, d'un point de vue numérique, de développer une bombe à retardement quand même. Absolument. Non, je suis absolument d'accord avec toi, et c'est pas du tout. Et ça, je trouve ça flippant deux fois, quoi. Le coût de la blockchain aujourd'hui est absolument dramatique, et notamment le Bitcoin. Il y a des projets alternatifs qui sont menés justement pour pouvoir poursuivre les mêmes logiques avec un coût écologique moindre. Ouais. Et c'est d'autant plus paradoxal quand on parle de Terre 2, puisque évidemment, si ça doit être aux dépens de la Terre 1, ça n'a absolument aucun intérêt, c'est pas viable, c'est pas viable. Mais simplement, voilà, c'est une tendance et quelque chose qui se développe sur différents acteurs en parallèle, en fait. Et mon casque a perdu de sa batterie, donc c'est pour ça que j'ai dû. On avait bien compris. Moi, je trouve ça un peu inquiétant, et il y a quand même un moment où il va falloir qu'on arrive à interpeller les acteurs publics pour qu'ils prennent la mesure du sujet, et qu'on commence quand même à poser des briques de métaverse qui soient un peu souverains, parce que tout ça, c'est quand même effectivement très Far West, avec des entreprises qui sortent de nulle part. Parce que là, sur Earth 2, le modèle économique de ceux qui l'ont produit, il marche très bien, hein. Ils vendent des carrés de terre qui n'existent pas, et les gens les achètent, hein. Manifestement, il y a des gens qui ont déjà passé commande. Donc eux, l'argent rentre, alors peut-être pour développer un projet, on ne sait pas, mais en tous les cas, leur modèle économique fonctionne, puisqu'il y a déjà des gens qui sont prêts à acheter des carrés de 10 cm dans une terre virtuelle. Et voilà, moi, tout ça m'inquiète un peu quand même, hein, entre les géants qui sont en train de créer leurs propres infrastructures. Donc, on les a déjà bien cités, hein. Il y a Facebook, Apple qui va débarquer derrière, Google qui fourbit ses armes, et on verra comment il s'en sort, mais je ne doute pas un instant qu'ils aient une vision stratégique qui tienne quand même solidement la route pour maintenir leur modèle économique et surtout leur emprise sur la planète, hein, parce que quand même, aujourd'hui, Google, c'est une entreprise qui a une emprise considérable sur la planète, ne serait-ce que parce qu'il possède aujourd'hui, et c'est ce que Facebook est aussi en train de faire, ses propres fibres optiques transatlantiques. Donc on est aujourd'hui, je trouve, dans une situation de dépendance vis-à-vis de ces acteurs que tout le monde commence à percevoir en termes de données des utilisateurs et de le terme m'échappe, d'avoir de sécurité de ses propres données personnelles et de ses instruments de navigation et ainsi de suite. Tout le monde commence à bien comprendre l'enjeu sur cet aspect-là, de privauté des données. Par contre, les couches basses d'infrastructure, celle qui fait que là, on peut avoir accès à Internet pour avoir cet échange dans cet environnement virtuel, on est là sur des infrastructures qui n'appartiennent pas aux États. Alors, la grande idée du départ d'Internet est une toile décentralisée avec des serveurs qui sont répartis partout, ça ne peut pas s'arrêter. Je ne sais pas exactement dans quel état c'est aujourd'hui. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Google, ils ont des très grosses fibres transatlantiques qui leur appartiennent. Facebook est en train de tirer avec Orange une fibre transatlantique qui leur appartient. Donc ces gens sont propriétaires des infrastructures, y compris en couche basse, qui sont les tuyaux de distribution. Ils sont propriétaires des infrastructures qui permettent à des gens de travailler, de faire du commerce. Et si demain, moi je trouve que le signal faible assez intéressant de cette capacité à changer de politique et à bouger les règles du jeu sans en demander l'accord à personne, c'est ce qui s'est passé avec YouTube.
YouTube, ça a été gratuit pendant des années, et du jour au lendemain, Google a dit terminé, c'est plus gratuit. Si vous voulez pas voir de pub, eh ben, il faut vous abonner. Donc en fait, je trouve que c'est très inquiétant que nous n'ayons aucune forme d'alternative à résister à la dépendance de plus en plus importante et qui devient de plus en plus importante de ce que produisent ces entreprises. Et cette dépendance, elle est d'autant plus inquiétante que ces acteurs ont les moyens financiers, du fait de la dépendance actuelle, de créer les dépendances futures. Donc, on est en face de dealers de très grande envergure qui, contrairement aux dealers réels, où on peut toujours casser le système si les États décident d'envoyer les forces armées, que ce soit de police ou les forces armées tout court, alors que là, on ne peut plus, quoi. Et ça, moi, je trouve que cette évolution, que ce soit pour notre activité digitale d'une manière générale et cette perspective de transfert de nos activités sociales, mais aussi économiques, de commerce, de travail, et le perspective qui est la nôtre de glisser ça dans ce qu'on appelle aujourd'hui des métaverses, est toujours basé sur des infrastructures sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle, ni de contrôle individuel et encore moins de contrôle public. Je trouve que ça commence à être vraiment inquiétant et il serait temps qu'on pose le sujet. Il y a Facebook, via la société Square, qu'il a racheté il y a à peu près une petite année maintenant et qui était spécialisé qu'il est toujours d'ailleurs, mais maintenant qui appartient à Facebook, qui est spécialisé sur la géolocalisation de médias et d'informations. A mis en place en Angleterre sur 5 villes moyennes, pas sur Londres pour l'instant, et c'est efficace, c'est actif, de l'information touristique sur 3-4 bâtiments sur Manchester, donc des villes moyennes, puisqu'on est en zone de test. Et une fois que tu as eu les informations sur le bâtiment que tu visites, tu peux également laisser éventuellement des selfies, des infos, etc., etc. Quand tu fouilles, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais voir comment ça avait été conçu, d'où venaient ces infos touristiques et historiques sur ces bâtiments, eh ben tu trouves aucune trace d'office du tourisme anglais, de gouvernement anglais, de Visit England, d'universitaires ou d'historiens. Donc effectivement, pour l'instant, sous couvert de on fait un test avec pas grand-chose, et puis ça amuse tout le monde et pour l'instant, comme tu le disais aussi, c'est gratuit. Tu as des lunettes, pour l'instant c'est avec un téléphone et ils commencent à faire des tests avec des lunettes. Tu visites la ville avec des infos qui viennent de la maison Facebook, qui te permettent d'avoir des actions avec tes propres images Instagram, de les laisser devant le château machin, et grâce à un filtre, tes amis pourront le voir si jamais ils passent à cet endroit-là. Donc tout ce système qui est en train de se mettre en place, mais à aucun moment, aucun organisme officiel, ni scientifique, historien, universitaire quelconque, n'a été consulté pour valider les informations qui te sont affichées sur le bâtiment que tu visites. Et évidemment, c'est fait pour une jeune génération, donc qui se préoccupe peu de la valeur des sources. Et je suis complètement ton regard inquiet sur cette gigantesque glissement qu'on a déjà vu une fois, comme tu le rappelais, 2 fois, 3 fois, et qui cette fois va en prendre encore plus d'importance, puisque ça va commencer on va commencer à être géolocalisé nous-mêmes. Alors on l'est déjà depuis des années via nos téléphones, c'est pas le problème, mais nos moindres gestes, nos actions, nos regards dans un monde géolocalisé au centimètre près, ça va commencer à poser des questions très lourdes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on a une dictature, et pour le coup il en reste pas mal sur la planète, qui s'attaque à son peuple? On voit des réactions très faibles des réseaux sociaux qui soit coupent certains comptes pour l'instant ou en interdisent d'autres. Quand ces dictateurs auront éventuellement à leur disposition des moyens de géolocalisation, de visualisation, etc., on va faire quoi? Demander à la Birmanie de négocier avec Facebook via l'intermédiaire de l'ONU ou
ou Joe Biden, on commence à rentrer dans des choses extrêmement complexes et extrêmement dangereuses pour nous. En dehors d'une possible désinformation complète, même des lieux et de la réalité. Ce qui est aussi quelque chose de très inquiétant, c'est de pouvoir s'attribuer l'espace public, comme tu le disais, Nicolas, et puis finalement le déformer et le raconter autre chose sur ce qui s'est passé dans un lieu, parce que toi, ton point de vue est que les communards n'avaient pas raison, etc., etc., quoi. Et en fait, tu vois, pour en revenir à Earth.2, là, à Earth 2, autant avec les premières versions de mapping de la planète, Google Maps en particulier, il y avait des alternatives open source. OpenStreetMap fonctionne plutôt très bien. Et ça, c'était technologiquement, c'est des choses qui étaient accessibles. En fait, il suffisait juste que des gens qui soient un peu viennent mapper l'environnement avec un téléphone, fassent des rapports. Voilà, c'était très bon enfant et technologiquement accessible. Là, quand on est en train de parler de ce type de projet, tu vois, et de ce qui arrive derrière, donc cette digitalisation du monde, là, on arrive sur des niveaux d'investissement qui vont être complètement hors de mesure des communautés open source et des gens de bonne volonté qui voudraient construire des alternatives. On va être sur les investissements, les coûts d'hébergement, en fait, toute la mécanique qui est derrière juste cette jolie image. Ça devient des budgets qui sont quand même colossaux en termes de ressources humaines, en termes de financement des serveurs sur le cloud et de gestion des droits d'accès simultanés pour pouvoir participer à plusieurs. Donc, les communautés open source, mais d'autres communautés, vont, avec ce glissement technologique, avoir aussi de moins en moins de moyens de produire des alternatives. Donc, absolument. Il y a une absolue nécessité, à mon sens, à ce que la puissance publique prenne la mesure du sujet et commence à s'organiser pour fournir des réponses qui soient crédibles. Et pas des réponses de type géoportail, qui est un beau produit, qui est assez intéressant dans sa capacité à aller récupérer toutes les sources de données qui sont disponibles et en faire des layers qu'on peut superposer, chose qu'effectivement les entreprises privées comme Earth ou Bing ne proposent pas. Donc là, il y a une vraie valeur supplémentaire à géoportail, mais on est sur de la micro-niche professionnelle, on n'est pas du tout sur du grand public. Aujourd'hui, tout le grand public, il va sur Map ou il va sur Bing. Et même OpenStreetMap, qui à mon sens relativement un peu connu, mais je peux être déformé aussi, c'est quand même pas des outils qui sont très utilisés. Donc on est en train de creuser notre propre dépendance. On est vraiment, je trouve, vis-à-vis des GAFAM dans un rapport de dealer et de toxico, où plus ça va, plus on est dépendant du dealer et on n'a pas vraiment le choix d'en changer, quoi. Et les États, là, pour le coup, disposent quand même de moyens qui sont limités, même si je trouve que ces derniers temps, l'Union européenne, depuis que Mme von der Leyen est là, a quand même assez sérieusement haussé le ton et commence à essayer de peser sur ces acteurs. Mais bon, il y a quand même un moyen les moyens restent limités tant qu'on n'a pas d'alternative à proposer. Alors, on ne pourra jamais proposer, je pense, d'alternative publique à Facebook, et je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable. C'est la même chose pour les autres services. Microsoft a quand même gagné la partie sur toutes les suites bureautiques et tout ce qui finalement est en train de se mettre en place derrière ces suites bureautiques, en particulier du fait de la pandémie, parce que ça a gravement accéléré la cloudification de l'ensemble de nos activités. Donc voilà, il y a plein de champs sur lesquels on peut difficilement aujourd'hui produire des alternatives. La création d'univers virtuels, en particulier à des fins démocratiques, puisque tu évoquais tout à l'heure les dictatures, sont un vrai sujet. Et là, je fais un tout petit pont, mais comme vous le savez peut-être, France Immersive Learning fait partie du consortium XR for All, qui réunit les associations et acteurs européens des technologies XR pour justement porter des ambitions au moins européennes de filières et de construction d'outils. Et on est en train, avec quelques acteurs, de se préparer à la prochaine vague des appels à projets européens pour justement proposer la création d'une plateforme sociale, mais à vocation citoyenne et démocratique, pour qu'au moins il y ait un espace européen qui soit souverain et qui permette des échanges, non pas de type social, enfin si ça le prend, pourquoi pas, mais en tous les cas, au moins des échanges démocratiques pour qu'on dispose de ces outils-là. Donc ça, c'est... Voilà, on participe de ça et ça fait un peu une lueur d'espoir. Peut-être qu'on va pouvoir le faire.
Mais je pense qu'effectivement, il faut pouvoir sensibiliser les pouvoirs publics sur cette vitesse d'expansion de l'AXR qui aujourd'hui passe totalement sous les radars de nos décideurs. On a déjà on fait ce travail-là également et c'est vrai que là, il y a une accélération qui risque d'être hors de contrôle. Après, à leur décharge, c'est vrai qu'ils ont quelques soucis en ce moment et que pour le coup, on est sur un marché qui est en très très fort accélération. Il va attraper un peu de temps disponible des bonnes personnes, de temps de cerveau disponible des bonnes personnes pour commencer à faire émerger le sujet. Parce qu'effectivement, l'accélération, elle est très violente. Vous l'avez vu, cette annonce où Facebook aujourd'hui annonce qu'en 5 mois avec le Quest 2, ils ont vendu plus de casques que depuis 2016, depuis qu'Oculus existe. Donc là, la pandémie est un grave facteur d'accélération et en même temps de totale mobilisation des pouvoirs publics qu'on dû mettre à être partout à la fois. Et, on a tous des activités qui sont quand même assez violentes en ce moment, et j'imagine que les leurs le sont pas moins. Ils ne sont pas deux non plus. Pour le coup, public, il y a du monde. Hein. Je veux dire, tu le sais, parce que on est client de ces pouvoirs publics. Pour le coup, on peut payer 700 000 € une appli pour le Covid. Je pense qu'on peut aussi faire un peu de veille sur ces questions. Et de toute façon, ils auront cette responsabilité-là devant les citoyens quand ces métavers seront à disposition et que d'un point de vue de gouvernance, on aura aussi des questions à poser, pas uniquement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. En tout cas, voilà. C'est une question qui est loin d'être fermée et qui commence à qui apporte son nouveau lot d'interrogations semaine après semaine. Messieurs, on n'a pas fini de rigoler, quoi. Non, c'est clair. Messieurs. Alors, je vais reprendre la présentation, si tu veux bien, Yacine, pour la suite. Et en fait, on est très approchant. En fait, la liaison, elle est. Attendez, elle est là. messieurs, 30 petites secondes, s'il vous plaît. Voilà, merci. J'avais un petit problème une petite cafouille de micro, c'est ma faute. Alors, le débat là sur les GAFA m'a suscité pas mal d'interrogations dans le chat et de débats. Après, il y a quelqu'un qui nous dit. Le mot est lâché, la crédibilité. Et avant de pouvoir ne serait-ce qu'avoir un Google d'il y a 10 ans, il faudrait énormément de temps, d'argent et de talent pour éviter les trucs du genre Cdiscount qui tombent dès les premières minutes du Black Friday. Ce qui est vrai, en fait, ce qu'on a développé en Made in France sur ces sujets a quand même pas tenu la route pour essayer de concurrencer des géants tels que Amazon. Et on est loin d'avoir un navigateur qui pourrait être français, hébergé en France, etc. Donc, comment est-ce qu'on s'arrange aussi de ça, parce que voilà, on connaît les budgets de R&D d'un Facebook, hein, c'est plusieurs milliards par an qui sont injectés dedans. Voilà, tout le monde s'émerveille des levées de fonds que va faire j'ai un trou de mémoire sur les personnes qui font des lunettes de réalité augmentée. Ça va me revenir. Ouais. Enfin voilà, eux qui levaient des dizaines et des dizaines de millions. Voilà, en face, Magic Leap, Microsoft, ça les faisait rigoler parce qu'ils mettent 2 milliards par an aussi sur la table pour développer les HoloLED. Bah, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Alors, c'est juste, hein? C'est absolument juste. Je vais prendre un exemple. Je vais reprendre l'exemple de Niantic. Quand Niantic, avant d'être connu pour Pokémon Go, vous le savez, il avait un autre jeu qui s'appelait Ingress et qui a vivoté pendant des années, qui marchait pas vraiment, mais qui était aussi basé sur la géolocalisation. Et puis ils ont signé donc un accord avec la licence Pokémon, Nintendo, 30%, 30%, 30%. Et ils ont eu de la chance. Alors, d'une part, de la chance, ils l'ont aussi provoqué. Hein. Le gameplay était plutôt, même s'il était rustique au début, ils ont été assez intelligents et ça c'est quand même assez extraordinaire, pour survivre dans une période de Covid où on peut pas sortir de chez soi, avec un jeu qui implique de sortir de chez soi. Et même si c'est pas un plaisir de tous les jours, j'ai suivi l'évolution du gameplay. Il a été assez extraordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que dès le début de l'utilisation par les joueurs de Pokémon Go, Unreal a collecté la data de chaque joueur et a finalement créé son propre métaverse avec les données gratuites que lui fournissaient les joueurs en jouant. Donc non seulement les joueurs payaient pour certains
évidemment, ça reste un tout petit acteur par rapport aux GAFAM, mais néanmoins, il commence à bien exister et puis il a des savoir-faire importants. Mais en partant on était en 2016, on est en 2021, donc il a commencé, même s'il a commencé avant, 2016-2021, c'est 5 ans. 5 ans pour devenir un acteur majeur de la géolocalisation et du métaverse. C'est possible. Voilà. Donc, est-ce qu'un acteur public peut utiliser une certaine forme de data de ses citoyens pour créer son propre métaverse via des méthodologies qui respectent les RGPD, mais en capturant un monde sans avoir des Google Cars qui sillonnent la planète depuis 10 ans, il y a peut-être des alternatives. En tous les cas, les alternatives, elles existent, parce que rien n'est éternel. Ni nous, ni la planète, malheureusement, manifestement, et certainement pas les entreprises. Les entreprises naissent et les entreprises meurent et elles peuvent mourir très vite. Souvenez-vous, si on veut faire dans l'exemple un peu grossier, Polaroid qui était l'acteur majeur, enfin un des acteurs majeurs de la photographie argentique, qui a raté le passage au numérique, a disparu et puis renaît sous des formes très, très limitées. Mais des exemples comme ça, il y en a quand même beaucoup d'entreprises qui ont disparu du jour au lendemain. Et plus récemment, à côté de nous, on a quand même vu Huawei qui était quand même en train de devenir relativement obèse dans sa capacité à impacter les infrastructures. Et c'est peut-être la seule chose qu'aura fait de convenable Donald Trump. Il aurait quand même sérieusement claqué le beignet et le recul a été assez violent. Alors, il n'a pas tué Huawei qui reste vivant sur son propre marché, qui fait quand même 1,4 milliard de personnes, ce qui lui donne quelques capacités. Mais en tous les cas, dans le monde occidental, ils ont pris une sacrée claque. Ils seront aujourd'hui plus sur les déploiements 5G et en conséquence, leurs ventes de téléphones ont quand même aussi relativement chuté parce que les gens ont bien entendu parler du système. Donc il n'y a rien d'inévitable, il n'y a rien de définitif. On ne va pas pouvoir recréer un Google-like. Ça a déjà été essayé à plusieurs reprises et ça ne fonctionne pas parce que. Mais c'est pas dit que ça ne fonctionnerait pas demain. Il y a quand même des positions qui sont très solides. En tous les cas, rien n'empêche d'essayer. Et d'essayer de construire des alternatives qui deviendront crédibles au fur et à mesure où effectivement on pourra adresser des citoyens qui ont conscience des enjeux et qui acceptent de modérer leur position de consommateur, je veux du pas cher et du gratuit, vers des comportements qui seront un peu plus vertueux. Et en ça, on retrouve une convergence que nous partageons tous les trois, et en particulier avec Yacine, qui est que les objectifs de développement durable et les technologies immersives ont des points de convergence qui sont relativement importants. Peut-être que là aussi, dans l'appréhension des enjeux digitaux, on pourra voir, certainement pas tout le monde, mais en tous les cas, voir des communautés de citoyens qui prennent conscience de ce qui se joue, de ce qui se trame, et qui viendront donner crédibilité, puisque c'était la question, donner crédibilité à des projets qu'on pourrait faire émerger, parce qu'en fait, cette crédibilité, elle viendra des usages. On en est toujours au même sujet, me semble-t-il. Ce sont les usages et la massification des usages qui amènent la crédibilité d'une plateforme. C'est pour ça que Facebook est puissant aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont 5 milliards d'utilisateurs. Voilà, si demain, il n'y a plus que 200 millions, le pouvoir de Facebook disparaît du jour au lendemain, même si ça risque de prendre un petit peu plus de temps que ça. Donc, c'est possible, faisons-le et voilà, au moins on aura essayé et je pense que en ça l'initiative à laquelle je participe, enfin à laquelle participe France Immersive Learning au sein d'XR for All, porte aussi cet espoir-là d'arriver à créer des consortiums européens qui permettent de poser des alternatives. Mais pour répondre à la question qui a été posée, c'est pas tant les acteurs publics que les investissements en fait, les VC et la possibilité de financer ce type de projet en Europe qui malheureusement est moindre qu'aux États-Unis. Et donc c'est pour ça qu'on a, y compris des Français ou des Européens qui doivent traverser l'Atlantique pour faire financer ce type de projet tech. Donc évidemment on en a, mais malheureusement pas du tout dans les proportions qui leur permettraient de devenir
Google, ou en tout cas, enfin. Oui, mais là, en fait, en particulier sur l'axe que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une plateforme sociale et citoyenne européenne, on n'est pas en train de parler d'un acteur privé qui cherche du financement privé ou du financement privé et du financement public. On est en train de parler de la prise en compte par les acteurs publics de la nécessité de maîtriser ces infrastructures et ces infrastructures digitales, et donc de financer des consortiums d'acteurs mixtes, publics et privés, qui seront en capacité de produire et de maintenir et de développer ces infrastructures. Et l'argent, il est là. Hein. Vous voyez bien les plans de relance, que ce soit français ou européen. En ce moment, ça déverse parce qu'on fabrique de l'argent en se disant qu'on le remboursera dans 300 ans. Et pourquoi pas? C'est jamais qu'une forme d'inflation repoussée. Donc ça, c'est pas très grave. Donc l'argent, il existe en fait. Le problème souvent dans ces projets-là, et on va voir comment se dépatouille Gaia X, qui est donc en train d'essayer de produire au niveau européen une infrastructure de cloud souveraine. Le problème, c'est les appétits des acteurs. En fait, créer un consortium, dès qu'il commence à y avoir du milliard qui descend, l'idée du collectif disparaît assez rapidement derrière les intérêts privés et tout le monde essaye de bouffer sa part du gâteau pour sauver sa peau plutôt que sur l'ambition collective qui était là au nécessaire. Donc on est plus, à mon avis, sur ces sujets-là que sur de la levée de fonds d'acteurs publics, d'acteurs privés, qui par ailleurs, lorsqu'ils arrivent à les faire en France, sont très heureux de voir les entreprises rachetées par des firmes américaines. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et du Capital, qui est le fonds d'investissement dans les tech français qui existe depuis 3 ans maintenant, se réjouissait l'autre jour de voir qu'une des entreprises qu'ils ont financées vient d'être rachetée par une société américaine. Moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne nouvelle, vous voyez. Si on finance des entreprises pour qu'elles se développent, c'est pas pour qu'elles soient rachetées par les Américains parce qu'ils ont de la monnaie. Voilà, ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. À se réjouir, quoi, voilà. Ou par des Japonais, dans le cas d'Aldebaran, qui est un de nos fleurons de la robotique et qui est parti vivre d'autres aventures ailleurs. Voilà. Et après, c'est vrai que pour un entrepreneur qui se donne du mal pour construire son entreprise et qui a une vision et patati patata, c'est vrai qu'il y a un moment où l'échec devienne tellement violent que faut sacrément une sacrée solidité pour tenir, pour refuser, quoi. C'est aussi entendable, mais bon, après c'est des affaires personnelles et puis il y a plein d'arrière-plans qui se jouent dont on n'a pas conscience, qui peuvent expliquer ça. Mais enfin, c'est quand même inquiétant. Wow. Mais bon, voilà, l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est que tout est possible et que donc nous sommes en train de créer ces mondes. Hein, rien n'est joué. C'est la découverte du Far West avec ses espoirs, ses vicissitudes, et on en est vraiment qu'au début, donc tout est possible. En tous les cas, moi, je voulais ce soir vous proposer de discuter 2 minutes d'Epic et de Unreal parce que alors. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire le lien avec les enjeux qu'on vient d'évoquer. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a. En tous les cas, moi, c'est un acteur qui commence à vraiment m'épater. Alors, outre le fait que Unreal est un formidable moteur de jeu qui permet des rendus de qualité graphique qui sont quand même parfois extrêmement bluffants, où là, quand tu regardes ces images, la notion de réalité s'efface. Tu ne sais plus si tu es dans du virtuel ou dans du réel, y compris dans certaines simulations très qualitatives qui sont développées. En tous les cas, là, Epic m'épatent dans leur capacité à impacter l'écosystème fortement et à rendre visible une stratégie que moi je perçois comme étant extrêmement intelligente. Je m'explique à travers ces 3 éléments. Le premier, c'est les Epic Mega Grants, que vous connaissez sûrement, qui est ce fonds de dotation à l'innovation, très largement ouvert sur les sujets. Voilà. En gros, il faut porter un projet Omega Grant. Il va être analysé par les jurys qui sont chargés de récompenser, de sélectionner et de financer les projets en question. Apparemment, c'est très ouvert. Il y a des choses très différentes qui sont financées. Et là, ils accélèrent des entreprises et des projets qui, évidemment, vont s'appuyer plutôt sur Unreal, mais ça n'a pas l'air d'être une clé obligatoire. Non. Donc là, on a un acteur. Et en plus, c'est de la subvention avec comme retour d'avoir le produit en open source. Ouais. Donc ça permet une entreprise. C'est vraiment une mécanique extrêmement efficace et qui permet d'accélérer les choses vraiment très très vite. C'est ça. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils ne décident pas, non pas de financer des entreprises ou des startups, mais des projets.
Oui, c'est les projets, c'est les idées qui les intéressent, absolument. Et donc le résultat des idées. Et les idées, elles sont là Ouais. après ou avant l'entreprise, dans tous les cas. Voilà. Donc ça, c'est quand même déjà bluffant. Et il y a quand même beaucoup d'argent là. Je crois que c'est plusieurs centaines de millions de dollars qu'ils ont Ouais. posés sur la table et qui distribuent au fur et à mesure où ils ont des projets qui les intéressent ou qu'ils trouvent créatifs ou imaginatifs ou originaux. Donc là, ils ont, avec ce fonds de dotation, une capacité d'impacter l'écosystème et de produire des dispositifs qui est significative. Vous n'avez pas raté qu'il y a très peu de temps, ils viennent d'annoncer l'intégration de Capturing Reality avec lequel ils travaillaient déjà depuis longtemps. Donc, on a eu l'occasion de l'évoquer. L'accélération aujourd'hui des capacités de photogrammétrie, c'est-à-dire avec des scanners laser ou des téléphones, d'aller capturer le monde réel pour en faire des assets 3D que ensuite on peut utiliser dans n'importe quelle simulation. Capturing Reality est l'application qui a rendu le workflow de travail qui l'a divisé par 4, 5, 6, 10, qui fait que maintenant, il y a cet Espagnol qui travaillait au Japon, dont le nom va m'échapper, qui publie régulièrement, en tous les cas, moi je le suis, et lui, il scanne des rues entières au Japon, et il fait ça avec 500 photos, 2 jours de boulot, et hop, il a reproduit une rue, 500 mètres de rue, et donc on a un asset de rue qu'on peut réutiliser pour faire des simulations de n'importe quoi. Et donc, Epic, qui a déjà un écosystème d'assets 3D, de plugins gratuits et de facilités pour les développeurs pour développer des environnements riches et qualitatifs, intègre là dans son offre de service l'acteur majeur du traitement des captures photogrammétriques de la planète. Et donc, aujourd'hui, ils viennent d'annoncer qu'ils ont signé cet accord de partenariat où ils ont absorbé Cesium, qui est donc cette entreprise qui est en train de modéliser la planète, là aussi en photogrammétrie, et qui va rendre possible des pans entiers de la Terre pour pouvoir les intégrer dans des simulations avec un rendu de qualité photogrammétrique. Donc, vous voyez, il y a, à mon sens, vraiment Epic et Unreal sont en train de dessiner une stratégie qui va les rendre quasiment incontournables dans la création de ces métaverses. Donc en fait, ce n'est pas eux qui vont être propriétaires, par contre, c'est eux qui vont fournir tous les outils, les mécaniques, les applications et les assets 3D pour que le sujet qu'on discutait précédemment trouve corps en utilisant leurs infrastructures. Donc je trouve ça très... Alors pour le coup, je ne trouve pas ça inquiétant à ce stade-là, de la compréhension que j'en ai. Par contre, je trouve ça très bluffant de clarté et d'options stratégiques pour les années qui viennent. Je vais prendre l'exemple de Fortnite, qui est un des best des Epic Games et qui a fait sa fortune. C'est très intéressant de voir l'évolution de Fortnite, qui est, comme on le sait, un jeu de Battle Royale, 100 personnes sur une carte, il doit en rester qu'un. Au fil des années et surtout l'adaptation à cette pandémie mondiale. En 2020, on a eu une première série de concerts du Travis Scott. Maintenant, on aura plusieurs concerts. Le mois dernier, c'était un festival du court-métrage. C'est en train de devenir un réseau social. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'Epic Games a une ouverture d'esprit extrêmement importante. Et ne tient pas à rester sur quelque chose qui marche et puis l'user jusqu'au bout, mais au contraire, et je te rejoins dans l'intérêt que j'ai pour cette société. Ils auraient pu tout à fait faire de Fortnite vraiment le cœur de leur rentabilité en rajoutant des choses, même s'il y a des marques qui continuent à investir dedans. Mais non, ils vont expérimenter. Je pense que ce festival du court-métrage mondial leur a pas rapporté le moindre euro. Mais néanmoins, ils ont pu tester. Ils testent des choses, ils inventent, ils essayent. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette taille-là et qui se permettent de prendre des risques comme ça aujourd'hui dans ces univers virtuels. Donc effectivement, Epic Games est de toute façon Epic est une société absolument passionnante dans son approche des choses. Et tout ce que tu viens d'évoquer en est absolument la preuve. Ce sera un des grands acteurs de demain, et je ne sais pas pourquoi, mais il me fait plutôt moins peur aussi que les autres, comme toi. Alors après, on verra bien. C'est ça, peut-être que c'est pas parce que tu passes gentiment sous le radar que. Ouais, tout à fait. Je vous rappelais aussi le bras de fer avec Apple. Oui, tout à fait. Ouais.
porté avec Apple et Google, puisque finalement, sous la pression, Apple et Google ont baissé leur pourcentage sur de moitié, ouais. ce qui est énorme, ce qui est gigantesque. Et c'était il faut garder ça en tête parce que effectivement, la campagne cet été et la parodie de la pub Apple d'il y a 20 ans, qui était déjà une attaque contre Microsoft, on voit que effectivement Epic aujourd'hui est un géant, mais c'est un géant futur, et donc il faudra observer son évolution et que se souvienne aussi de cette période où il était ce petit poussé. Mais effectivement, c'est un acteur absolument passionnant et qu'on a envie de suivre et de soutenir. Messieurs, j'en profite parce que malheureusement, comme je vous avais dit, j'ai un temps limité ce soir et je vais devoir vous quitter virtuellement. Mon avatar va s'évaporer et je vous retrouve. On entend le monde réel qui t'appelle derrière. À très bientôt, Yacine. Merci et Belle bonne soirée à toi. Ciao. Eh bien, Olivier, je te propose pour le coup d'attaquer le sujet qui était le tien. Hop, ça là. Tout à fait. Alors, le titre est un peu réduit, mais je voulais juste, puisqu'on est en train de non pas sortir de cette pandémie, mais au contraire, ce que je peux remarquer dans mon environnement professionnel, c'est qu'on a eu 3 phases. Finalement, on a eu la première phase en mars 2020, où on a juste tous subi cette modification de notre environnement. Nous sommes tous confinés. On a eu une deuxième phase qui est, on va sans doute s'en sortir, mais on va se servir un peu de virtuel pour rattraper ce qu'on n'a pas pu faire en réel entre les deux, le click and collect, pour ceux qui n'avaient pas encore fait un site internet pour leur entreprise. Je caricature, mais à peine. Et par contre, petit à petit, c'est précisé une autre dimension, et elle se précise encore de plus en plus, puisqu'on voit que cette pandémie va durer d'une façon ou d'une autre, et qu'elle a, dans les sondages qui se succèdent, que ce soit pour les RH, pour les entreprises, pour les patrons, pour les secteurs, il est évident que l'entreprise l'entreprise va devenir virtuelle. L'entreprise post-Covid sera virtuelle en partie ou ne sera pas. C'est-à-dire qu'il est plus possible aujourd'hui, il ne sera plus possible aujourd'hui de gérer une entreprise d'une certaine taille ou même d'une petite taille sans utiliser à tous les points d'entrée de cette entreprise une forme de virtualité. Et c'est ce que j'ai mis sur cette deuxième slide pour essayer de résumer. Alors ça nécessiterait chaque point pourrait presque occuper, en tout cas 2-3 points pourraient occuper une de nos réunions, mais aujourd'hui pour faire du recrutement, sans avoir à regarder ça à travers un ordinateur, un PowerPoint et voir ça en volume et essayer des choses, et puis inviter dans la salle immédiatement quelques clients ou d'autres collaborateurs. Donc un vrai mode de collaboration qui, encore une fois, va faire gagner énormément de temps, d'argent à tout le monde, de déplacement. La formation, j'en parlerai pas maintenant puisque c'est le sujet général finalement de beaucoup de nos rencontres, mais bien évidemment cette formation qui va en plus devenir quasiment continue et qui va devoir se faire en temps réel et de plus en plus rapidement, la réalité virtuelle est la réponse absolue. La conception, elle rejoint la collaboration, mais aujourd'hui effectivement les équipes d'Adidas travaillent sur justement pour sortir des produits acceptables entre guillemets ou qui plaisent au monde entier. On sait que les designers d'Adidas, certains sont à Los Angeles, d'autres sont au Japon, d'autres sont en Europe, et vont travailler ensemble en temps réel sur des chaussures qui sont à taille réelle mais en 3D, et vont travailler sur les matières, les couleurs, pour avoir l'assurance que ce produit sera quand on souhaite faire un produit mainstream, sera acceptable et sera, on pourra le marketer. La communication, ce sera la même chose. Et puis les ventes également. Dans cette pièce, il y a un canapé, il y a une table. Tout ça, on le sait, pourrait être à vendre, que ce soit en réalité augmentée ou que ce soit en réalité virtuelle.
Je n'aurais pas besoin, si je m'appelais Ikea ou Monsieur Meuble ou qui que ce soit qui fasse des meubles, de transporter tout ça chez toi, Nicolas. Il suffirait que tu mettes un casque et je pourrais, tu le sais, changer à peu près, te passer en revue 200 salons que moi je fabrique, qui te permettraient de faire ton choix, non seulement toi, mais les gens qui t'entourent et qui vont vivre avec toi. Et enfin, les events, qui aujourd'hui, on le sait de toute façon, ont compris que c'était bien d'avoir un event, et je prends comme exemple les events artistiques, que ce soit les events cinéma comme Venise ou comme Sundance, qui sont aperçus, c'est un peu bête, hein, mais finalement sont aperçus que oui, c'était super bien d'avoir les professionnels de la profession, comme on dit, qui vont faire du business, parce qu'ils sont là pour faire du business, mais d'avoir aussi une ouverture virtuelle vers un plus grand public qui a envie de découvrir ces œuvres qu'il aura du mal à voir ailleurs, qu'il aura du mal à retrouver, ses courts-métrages, ses films en VR, et que c'était très très bénéfique, cet appel d'air d'une communauté de tout âge, de toute origine, plutôt que ce marché du film un peu fermé sur invitation. Ce qui n'empêche pas que ce marché du film sur invitation reste pérenne, parce que c'est un milieu professionnel, c'est une industrie, mais elle ouvre une porte, et ça concerne toutes les industries du monde. Là, je parle du cinéma, mais aujourd'hui, quand on s'appelle Veolia, quand on s'appelle Peugeot, quel est l'intérêt, en tout cas, pourquoi se priver de l'intérêt de faire un event à un endroit dans le monde qui soit reproductible ou qui soit partageable? Et ça, on a déjà eu beaucoup d'exemples. Il y a encore pas mal d'efforts à faire, parce qu'on le dit souvent aussi ici, on a une fâcheuse tendance à reproduire l'exacte réalité dans le digital. Il y a encore une grammaire virtuelle qui est vraiment au début d'écriture. Et voilà, je le fais un peu rapidement, mais je pourrais rajouter des points et détailler des points. Mais entre guillemets, aujourd'hui, toute entreprise qui utilise, qui fonctionne suivant ce modèle, elles sont à peu près toutes suivant ce modèle, ont intérêt à utiliser la virtualité. Elles l'utilisent déjà, mais en général mal et avec les mauvais outils. Donc, pour aller jusqu'au bout de mon propos, toute entreprise aujourd'hui a intérêt à réfléchir non plus à sa digitalisation, mais à sa virtualisation. En plus, ça tombe bien, parce que ça fait 20 ans qu'on parle de digitalisation et je crois que plus personne sur cette planète sait ce que ça veut dire. Même s'il y a encore des gens qui gagnent beaucoup d'argent en digitalisant des trucs. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère de la digitalisation, mais bien dans l'ère de la virtualisation, et dans une virtualisation constructive, intelligente, ergonomique, une virtualisation d'usage faite pour les gens, et pour leur permettre les meilleures expériences possibles, qui leur permettent d'être efficaces, qui leur permettent de ne pas être usés et fatigués par les outils. On sait, toi et moi, que ces outils sont disponibles, qui en plus s'améliorent de semaine en semaine. Donc, même s'il y a encore certains petits points, quelques freins sur certains outils, ces freins sont en train de se lever au fil des mois, et je pense que fin 2021, on aura encore des outils bien plus performants qu'on l'a déjà. Donc, je fais un appel à toutes les entreprises qui seraient susceptibles de regarder. Réfléchissez vraiment à la façon dont vous allez faire, vous allez rencontrer, comment vous allez travailler avec vos partenaires, avec vos commerciaux, avec vos salariés, avec vos clients, avec les gens qui vont vous... Toutes ces relations vont être en partie virtuelles. Et elles le sont déjà en partie pour certaines entreprises, elles le sont à 100%. Quelle va être la qualité de cette virtualité? C'est de ça dont va dépendre votre avenir, tout simplement. Voilà pour bien réfléchir, adressez-vous à des professionnels qui connaissent bien le sujet, qui ont la vision des enjeux, des tenants, des aboutissants, de ce qui est mûr, de ce qui le sera demain et de ce qui ne l'est pas encore tout de suite, de façon à ce que sur l'ensemble de ces segments, ces entreprises soient en capacité de penser une stratégie
progressive qui vise effectivement à améliorer globalement la qualité de leurs interactions internes et externes. Parce que la vraie difficulté, mais tu le sais comme moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une grave méconnaissance du potentiel de ces technologies, de ce qu'on peut faire aujourd'hui, de ce qui existe déjà. Et c'est normal, une vraie difficulté pour des décideurs ou les stratèges des entreprises, dans tous les cas, des gens qui ont besoin de réfléchir à ce sujet-là, à projeter cette nouvelle étape de virtualisation. S'ils ne s'adressent pas avec des gens qui sont en capacité de leur donner les clés et les bonnes perspectives. Donc n'y allez pas seul, faites appel à des professionnels, il commence à y en avoir beaucoup, tu en fais partie, nous en faisons partie, et France Immersive Learning vise à fédérer ces acteurs pour pouvoir justement fournir les bonnes informations au bon moment pour pouvoir définir la bonne stratégie, celle qui amènera de la valeur d'usage par ces technologies. Absolument. Mais c'est vrai qu'on est sur une vraie phase. Je trouve ce pivot que tu proposes ce soir, d'arrêter de parler de digitalisation, là c'est clair que ça commence à être un mot valise et usé jusqu'à la corde, et de commencer à réfléchir à une virtualisation ou une hybridation, parce qu'on est ces technologies permettent vraiment d'hybrider une vie réelle qui aujourd'hui a des contraintes et de lever ces contraintes par son pendant virtuel qui permet de faire des choses, et en même temps c'est assez intéressant de voir. Moi, je ne suis pas à New York ce soir, mais à Paris, et contrairement à ton exemple. Et c'est très intéressant de voir comment l'annonce du confinement, qui pour le coup n'est toujours pas mis en place, mais on peut en savoir un peu plus ce soir, a vidé Paris et le périphérique, comme sur la première fois. Voilà. Avant l'annonce, la semaine dernière, le périphérique était blindé le matin et le soir. Bon, moi, je termine suffisamment tard pour pouvoir rouler le soir, mais en tous les cas, le matin, c'était blindé. Depuis l'annonce du confinement, ça roule. Ouais. Paris s'est vidé à nouveau de beaucoup d'habitants. Et ça, c'est en soi une très bonne nouvelle. Si ça pouvait s'ancrer dans une durabilité et faire en sorte que les gens qui sont partis à la campagne ou au bord de la mer décident de le faire définitivement, parce que Paris redevient un peu vivable. On peut circuler, on peut se garer, on peut envisager de faire des choses. Alors dans l'État, on ne peut pas, puisque tout est fermé, mais en tous les cas, ça manifeste bien qu'on peut continuer à travailler dans une situation qui est celle que tout le monde connaît, et qui n'a pas fait que, mis à part les entreprises qui sont directement impactées, donc les cinémas, les cafés, les bars, les restaurants, parce que là, on est vraiment sur un phénomène de précaution sanitaire probablement tout à fait nécessaire. Des outils qui vont... On peut maintenir cette organisation de travail et de faire ce qu'il était impensable de faire avant, c'est-à-dire recommencer à travailler sur une répartition homogène de la population qui va alimenter des communautés, des quartiers, des pays, des régions, en amenant une qualité de vie bien meilleure aux gens qui y vivent et en développant de l'activité économique, en remplissant les écoles avec les enfants et en ayant une répartition autrement plus homogène que ces mégapoles débiles dont tout le monde sait qu'elles sont vouées à l'échec parce qu'on ne peut plus y vivre, parce qu'on ne peut plus y circuler, parce que l'air qu'on y produit est dégueulasse. Voilà, je trouve que le pendant de cette pandémie, effectivement, cette entreprise virtuelle que nous appelons de nos voeux tous les deux, est plus que jamais parfaitement tangible et à portée de main. Il faut juste qu'on arrive à avoir un temps de cerveau disponible des décideurs. On en revient un peu à la même idée. Là, cette fois-ci, on parle d'entreprises, et que ces entreprises acceptent de consacrer du temps à ce reformatage stratégique de l'entreprise hybride et non plus de l'entreprise digitalisée. Très bonne conclusion. Eh bien, écoute, merci Olivier de ce compliment. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat sur cette deuxième partie qu'on vient de faire ? Non, on a un peu discuté, mais pas de questions franches à vous remonter. Ok, et ben dans ce cas-là, on va retourner à nos vies réelles. Absolument. Olivier, c'était un plaisir, comme à chaque fois. On se retrouve dans une quinzaine de jours, puisque la semaine prochaine, c'est les drôles de dames qui aussi. Et merci à ceux qui nous ont regardés ce soir et qui nous regardent en replay. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci messieurs, à la prochaine.
Pour les autres, restez en ligne avec nous. On revient dans quelques petites minutes avec Cédric pour occuper le temps avant Virtual Go qui lui sera là à 20h. Voilà. À tout de suite.